Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence de Secret Planet. Je suis Damien, responsable de l'agence et également en charge des terres polaires et de l'Asie centrale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jean-Patrick Costa, spécialiste du chamanisme amérindien et de l'Amazonie. Jean-Patrick va vous présenter dans un premier temps le chamanisme amérindien, puis dans un second temps, les voyages que nous organisons avec lui en Amazonie. J'en profite pour vous dire que la prochaine webconférence aura lieu dans 3 semaines, le mercredi 27 juin, et qu'elle aura pour thème donc le Népal, avec notre spécialiste David Dupoint. Bonjour à tous nos voyageurs Taméra, merci d'être nombreux et je vais vous intéresser au chamanisme. Je vais me présenter en quelques mots pour expliquer pourquoi je suis venu au chamanisme. En fait, je suis pharmacien à la base. J'étais parti pour Pharmaciens sans frontières en Amazonie équatorienne, il y a maintenant 25 ans de ça, et je me suis passionné justement pour ces guérisseurs traditionnels. Au retour de ces séjours de 3 ans, j'ai fondé l'association Arutam Zéro Déforestation, qui protège les Indiens au niveau de leur forêt, au niveau de leur territoire, et qui essaye de développer une économie de la forêt et dans lequel le tourisme est bien présent, et notamment Taméra, qui, grâce à ses voyages, finalement aide les Indiens à vivre dans la forêt. Voilà, c'était pour me présenter en quelques mots. La première partie, c'est sur le chamanisme amazonien, et le chamanisme, ma foi, c'est la toute première pensée religieuse de l'humanité. Elle a peut-être 45 000 ans, vu les gravures. Et donc, il y a 45 000 ans, peut-être même 90 000 ans, avec l'homme de Néandertal, il y avait déjà les prémices du chamanisme, parce que on peignait sur les grottes, notamment, et on se posait cette question, qui suis-je? Qu'y a-t-il après la mort? Et en fait, la recherche de l'homme s'est orientée vers une cosmovision, c'est-à-dire une vision qu'il pouvait avoir en pratiquant l'animisme, c'est-à-dire, en tout premier lieu, la croyance profonde qu'il y avait une âme dans les rochers, dans les montagnes, dans les lacs et dans les grottes notamment, et cette première main, par exemple, qui est pulvérisée en transparence, c'est le signe d'une question, qui suis-je? Est-ce que je peux toucher le monde après la mort? En fait, dans le chamanisme, au-delà de ce que l'on peut voir et sentir du monde quotidien avec nos 5 sens, il existe pour les chamans un monde invisible. Ce monde invisible, il a un impact quotidien sur notre vie et peut nous amener des maladies. Et il faut rentrer dans ce monde invisible, qu'on appelle aussi le monde autre, ou le monde des esprits, et pour cela, il faut rentrer en transe, c'est-à-dire un état modifié de conscience qui peut être provoqué par des plantes, on le verra, ou par le tambour, ou par des danses, ou des transes physiques. En tout cas, une fois que l'on rentre en transe, on accède à ce monde invisible par une porte. Et c'est pour ça que j'ai mis sur la droite cette image d'une main avec une spirale, c'est la culture Valdivia, sud de l'Équateur, 3000 ans d'âge, et qui montre qu'on passe dans le monde des esprits à travers une spirale, à travers un tunnel. On va passer sur la diapositive suivante avec une gravure qui a presque 2000 ans, ça c'est dans le Colorado, hein, c'est dans l'Amérique du Nord certes, mais les Hopis sont d'une culture qui est relativement connectée au Mexique et à l'Amérique latine. Et j'aime bien cette gravure parce que elle explique bien le travail du chaman, qui connecte avec son bras gauche un champignon psychotrope qui va lui permettre de rentrer en transe. Il a un tambour qui va lui permettre de également passer cette porte importante dans le monde des esprits. Il est assisté par un apprenti, un assistant avec un tambour sur le côté, et il va protéger toute la communauté, les bêtes, les hommes et les maisonnés. On voit dans une autre diapositive, on voit le travail du chaman proprement dit. Il va rentrer en transe, comme je l'ai dit, en prenant soit une plante psychotrope, et à ce moment-là, il va voir le corps en transparence. Il va analyser la personne, nettoyer éventuellement son aura pour ensuite voir des impacts anciens qui ont la forme de tubercules, qui ont la forme d'araignées et qui sont les origines profondes de la maladie. Pour les Indiens,
la maladie, ce n'est jamais par hasard qu'elle arrive. Elle est provoquée par une colère, elle peut être provoquée par une faute, un tabou que l'on a transgressé. Et à ce moment-là, va se cristalliser dans le corps un début de la maladie qui n'est pas forcément à l'endroit où on a mal, hein, mais qui génère ce mal. Et donc le chaman, en voyant en transparence le corps, va se pencher et extraire par succion ce tubercule qu'il aura pu voir. C'est un travail qui est très fréquent, qu'on trouve pratiquement chez toutes les ethnies d'Amérique du Sud. Sur la diapositive suivante, je voulais vous montrer l'un des points importants, puisque le chaman voit le corps en transparence, pour vous montrer que sur tous les continents, dans toutes les cultures, on a vu cette vision rayon X des corps chez les peuples autochtones, qui est finalement une interprétation vibratoire du corps, hein, puisqu'on est en état de transe, où on va voir finalement des couches différentes dans le corps et qui sont analysées par le chaman en fonction de son expérience. Alors on peut voir, hein, en haut à gauche, c'est Panama, donc les Indiens Kuna, qui font aujourd'hui des tentures qui montrent bien cet aspect de rayon X. On voit des gravures de nouveau en Australie à moins de 12 000 ans, qui montrent un corps qui n'est pas le squelette, hein, comme vous pouvez voir, mais plutôt avec des circulations. Là, c'est une femme qui accouche, mais on voit bien les énergies qui se développent dans son corps. En bas, au Mexique, les adorateurs du peyote montrent le corps avec son aura, et vous avez des peintures qui le représentent. Pareil, en bas à droite, avec le Dreamtime en Australie, de nouveau aujourd'hui sur les peintures contemporaines. Et pour finir, les Maoris aussi, par leur pratique des tatouages, incarnent aussi ce corps en transparence et ces énergies qui circulent. Alors, on va voir une plante particulière, puisque quand même, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'Amazonie, et c'est là où nous faisons nos voyages avec Tamera. On voit bien cette liane qui a été préparée, et on voit qu'il faut ajouter des feuilles pour rendre la décoction active. C'est justement un point particulier qui démontre l'exceptionnelle connaissance des Indiens d'utiliser deux plantes combinées, car l'une sans l'autre ne fonctionne pas correctement. On voit la préparation où les deux plantes sont mélangées, et la décoction est très longue, elle dure 6 heures à peu près, pour obtenir une boisson qui est très amère, hein, qui est très corsée également, et qu'on va boire en petite quantité, elle est désagréable à boire, et que le chaman va prendre pour rentrer en transe. Alors justement, j'ai pris cette photo pour montrer l'effet tunnel, quelque chose qui est très particulier, qui permet de basculer dans le monde des esprits. On voit bien cette représentation dans plusieurs cultures, qui montre, qui s'appelle l'Ojo de Dios, en l'occurrence, chez les Huichol aussi. On voit cette porte qui est annoncée, car pour le chaman, il s'agit de, je vous rappelle, de passer dans le monde invisible, de connecter des énergies particulières et de les réinsérer dans le corps du patient, après avoir fait, bien sûr, cette succion dont je parlais tout à l'heure. Finalement, ce tunnel, cette porte, on la retrouve dans beaucoup d'endroits, et c'est ça que je voulais vous commenter, c'est pour vous montrer que ce tunnel, c'est pas quelque chose de subjectif, c'est vraiment quelque chose d'objectif qui existe et qui est central dans le chamanisme. Passage dans le monde invisible est quelque chose qui nous attend tous finalement à la fin de notre vie, mais que les chamans pratiquent régulièrement. Et ici, par exemple, c'est un vitrail dans une église, et vous voyez qu'il y a cette même intention, voilà, de traverser un monde pour aller vers le monde spirituel. Et ce monde spirituel, on le retrouve un petit peu partout, notamment chez les Shipibo, hein, nous faisons des voyages au contact des chamans Shipibo, où là, c'est le réseau de l'univers qui est représenté, et il faut passer à travers ce réseau pour aller de l'autre côté dans des mondes parallèles. Le monde des esprits peuvent se dire monde invisible, monde parallèle. Là, ici, des peintres qui essayent de montrer comment les chamans visualisent le corps d'un patient. Et là, par exemple, vous avez très nettement une personne qui se retrouve avec des traces lumineuses. Vous voyez qu'il y a un travail sur la fontanelle, au niveau du troisième œil, comme une ouverture. La personne est connectée au végétal. Il y a des boucles d'oreilles en forme de datura. Les feuilles que vous voyez en bas sont les feuilles de chakruna qui sont bues par le chaman, et il est protégé par des esprits. Vous voyez qu'en haut, il a 2 gardiens aussi de lumière, hein, qui apparaissent juste discrètement, mais traversés par l'anaconda et par l'aigle, par exemple, qui sont des animaux centraux au niveau du chamanisme. Rencontrer ces esprits sont des esprits protecteurs.
Voilà une illustration de voilà comment la cosmovision finalement des peuples chamaniques, et c'est ce qui m'intéresse moi dans mon travail et lorsque je pars en voyage, d'être au plus près de ce que eux nous content et vivent dans le monde des esprits. On voit ici, bon, ça c'est un autre artiste, mais c'est en Australie, toujours la même manière de montrer des êtres de lumière, des êtres issus des étoiles que l'on voit en transparence, et ce même travail que je vous disais en tant que guérisseur, de trouver les zones obscures pour pouvoir les aspirer. Là, vous avez trois formes, trois personnes qui dansent, ce sont trois esprits qui sont ici. Chez les Huichol, de nouveau très intéressant, on voit bien en bas des deux côtés les deux chamans qui vénèrent le cerf sacré, puisqu'ils se disent descendants du cerf, et ils utilisent ici le peyote, vous voyez les trois boutons de peyote, et le monde des esprits qui est au-dessus, où on peut avoir le mal et le bien qui sont dans un combat, et où le chaman va essayer d'arranger ce monde des esprits pour amener la santé dans la communauté. Car, je le répète, et je crois que c'est pratiquement la dernière diapositive, voilà, ici chez les Shipibo, une autre forme de mélanger le jaguar et l'anaconda dans cette rencontre du monde des esprits. Car, je le répète, finalement les chamans, c'est quoi? Sont des guérisseurs, des médecins traditionnels qui datent depuis des milliers d'années et qui ont un savoir-faire très particulier, qui est lié à une médecine plutôt de terrain, faite pour modifier le terrain du patient et pour faire en sorte qu'il récupère des énergies et des forces. Ceci était une tenture justement qu'on met chez soi pour s'attirer des bonnes énergies et des forces de protection. Et on arrive à la fin de cette présentation un peu au pas de course, mais qui permet d'avoir une vision très, très globale du chamanisme, que l'on va ensuite rencontrer plus détaillée dans les voyages. Merci Jean-Patrick. Donc on a eu deux questions posées par Yves. La première était pourquoi tu parles en fait de chaman et non pas de curederos. Alors, chaman, c'est un mot donc qui est très généralisé à partir des Tungus en Asie. En fait, ce sont des guérisseurs traditionnels, donc curandero en espagnol, mais aussi on pourrait dire que dans chaque ethnie, ils aiment se faire appeler dans leur nom vernaculaire. Par exemple, Yachak chez les Quichua, là où nous allons avec Tamera, mais aussi Uvishin chez les Shuar, Muraya chez les Shipibo. Et chaque fois qu'on essaye d'analyser au niveau de la racine, c'est souvent guérisseur, celui qui voit, celui qui aide, celui qui sait. Yves nous pose également une question par rapport à l'ayahuasca. C'est le nom qui désigne la boisson et non pas, c'est ça, la liane qui prépare la boisson. Les deux. Les deux. Il y a en effet, il y a deux plantes, dont l'ayahuasca. Comme elle est dominante, en fait, c'est le nom de la boisson et de la liane. Et l'autre, c'est la chacruna? La chacruna, c'est les feuilles que je vous ai montrées, en effet, sur une image. Tout à fait. Dany nous demande si tu as déjà consulté toi-même un chaman. Bah oui, ça fait 25 ans que je travaille avec eux. J'ai participé à de nombreuses cérémonies dans différentes traditions pour voir justement ces points communs qui les réunissent. Et bien sûr, à l'issue de ces 25 ans, je suis vraiment convaincu de l'efficacité, de la profondeur de leur travail et de l'intérêt justement pour nous occidentaux de pouvoir vivre ça en direct. Si les voyages qu'on organise sont chez ces tribus. Ça va nous permettre de faire un lien avec les autres diapositives. Donc, de nombreuses photos que j'ai montrées viennent des ethnies amazoniennes Shuar, Quichua, Équateur plus précisément, puisque quand même j'ai vécu 3 ans là-bas dans les années 90, une époque où le chamanisme était déjà plus discret, plus originel. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'engouement pour le chamanisme, les populations ont évolué. Leur façon de nous accueillir est peut-être un peu différente, mais finalement, elle est plus proche, plus accessible pour nous, et finalement nous permettre de rencontrer l'important, c'est-à-dire le monde invisible. Parce que quand on va sur un voyage en terre chamane, c'est pas pour voir des chamans, c'est pas pour discuter avec des chamans, mais c'est pour vivre ce que vivent de l'intérieur les chamans. C'est ce qu'on essaye de faire en accompagnant ces voyages aussi. Est-ce que les chamans en Mongolie prennent aussi des plantes pour entrer en transe? Alors il me semble que non, pour moi c'est plus par rapport au tambour ou à la cloche, mais peut-être que tu as d'autres éléments.
Alors, on dit que les chamans Tungus, sibériens, prenaient avant l'amanite tumouche. Il y a pas mal de champignons. Je suis passé un peu vite, mais c'est vrai que les gravures du Colorado sont faites par des chamans qui utilisaient des champignons aussi. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai qu'ils utilisent le tambour pour rentrer en transe. C'est culturel, il faut pas. Voilà, moi je dis bon, moi je suis pharmacien à la base. En Amazonie, on a beaucoup recours aux plantes, il y en a beaucoup. Je suis pas pour faire une séparation en fait, parce que on arrive au même résultat avec un tambour ou avec des plantes. Je dirais simplement qu'avec des plantes c'est plus rapide. Par contre, c'est plus d'engagement par rapport au tambour. Mais aujourd'hui, finalement, on peut accéder pratiquement aux deux par des expériences sur deux continents différents. Stéphanie qui nous demande si tu as déjà pris du coup de l'ayahuasca. Ben oui, bien sûr, il faut, pour faire une étude et pour être proche des chamans et comprendre et vivre avec eux, il faut participer à leur cérémonie. C'est d'ailleurs ce qui me pousse, parce que je l'ai vécu et j'ai vu que l'état modifié de conscience était quelque chose qui pouvait être très profitable pour des gens en développement personnel, des gens qui voulaient passer une étape dans leur vie. D'ailleurs, je pourrais citer pas mal d'études qui montrent que ces plantes-là sont adaptogènes, sont antidépressives, permettent justement, sont des médecines en fait. Tout simplement, quand on demande à un chaman le deuxième nom de l'ayahuasca, il dit c'est une médecine. Dans quel état tu étais? Est-ce que tu peux décrire brièvement? J'ai vécu cette transe et elle m'a permis d'éclaircir certaines choses de ma vie. Notamment, on peut faire un voyage dans le passé. Nous qui sommes les Occidentaux, nous sommes très accrochés à une histoire et à notre famille, à notre génération antérieure. Et les Amazoniens sont plus dans l'instant présent, vu qu'ils n'ont pas de saison, vu qu'ils ont de la nourriture tout le long de l'année, ils sont plus dans l'instant présent que nous. Eh bien, on s'aperçoit que cette médecine, elle est à la fois utile et efficace pour des patients occidentaux, et à la fois utile et efficace pour les Amazoniens, mais dans une autre recherche. On va passer donc, si tu veux bien, à la deuxième partie, qui est plutôt axée sur les voyages en Amazonie. Ça, c'est le lieu. Donc, le premier voyage que je vais vous présenter, c'est un voyage en terre chamane en Équateur. C'est un voyage qu'on a fait l'année dernière et qu'on réédite, vu le succès de ce voyage. On va d'abord dans une communauté Quichua des Andes, dans l'hémisphère nord, à 2 degrés nord, juste au-dessus de la ligne équatoriale, dans un village qui s'appelle San Clemente, qui est un village qui a fait une recherche spirituelle, une récupération des traditions. Vous voyez, on est accueilli ici par une étoile au sol et il y a une bougie qui est allumée lors de notre voyage. On est confronté à plusieurs sculptures et totems. Ici, le maïs. On va voir que dans les jardins, vous avez, par hasard, des spirales qui sont comme des parcours de méditation, comme un mandala dans un jardin avec un autre totem que vous découvrirez durant le voyage. On voit en haut à droite le calendrier solaire. Je vous rappelle qu'on est très proche de l'équateur, donc les ondes sont très précises. Et ce calendrier solaire, c'est en fait un calendrier agricole, car les Indiens considèrent que, et on le verra durant ce voyage, on soigne d'abord le territoire, la terre-mère, en respectant la terre-mère. Ensuite, on soigne en s'alimentant correctement de la terre-mère la communauté, et donc chaque individu est en bonne santé parce qu'il respecte cet ordre précis qui vient depuis la terre-mère jusqu'à la communauté humaine. Et donc il y a toute une cérémonie d'offrande qui va se faire durant notre séjour, et notamment la Pampa Mesa qui est ici, qui est de placer ces aliments dans une disposition particulière pour s'attirer les bonnes faveurs à la fois des esprits, du climat. On va voir, vous voyez cette croix, eh bien c'est la Chacana, c'est-à-dire la vieille croix du sud des Incas, qui est ici représentée, et qui peut être mis en comparaison avec des mandalas tibétains finalement, qui représentent de nouveau cette croix équilibrée, cette croix carrée finalement, qui est, je vous rappelle, ce sont des tentures de médecine, de prière et de médecine. Ça, c'est un tantra de médecine. Nous partons une semaine dans les Andes à la rencontre
des taïtas, des sommets sacrés et de ces villages kitsch. Puis nous descendons directement en passant dans l'hémisphère sud chez les Indiens Kichwa, cette fois-ci d'Amazonie. Donc on traverse la forêt des brumes et on rentre dans cette forêt et cette biodiversité, la biodiversité exceptionnelle, c'est la plus grande biodiversité au monde. Et on va passer une semaine avec un chaman. On ira à une cascade sacrée pour récupérer les bonnes énergies de la cascade sacrée. Pour eux, c'est là où les ancêtres vivent et c'est là où on doit faire des prières pour recueillir la force de la vie en général. Donc on fera ce parcours-là et puis nous irons aussi auprès d'un arbre immense, hein, vous voyez, c'est un fromager géant qui fait plus de 30 mètres de circonférence, et on va se ressourcer auprès de cet arbre. Donc on va pratiquer le chamanisme, on va pouvoir voir c'est José Ligui qui va nous recevoir, il est à gauche sur cette photo, il a 76 ans, c'est vraiment une famille de chamans de père en fils, et là vous avez 3 générations de chamans. Claudio, son fils, qui reprendra la suite, qui a 46 ans, et le petit dernier, Angel, baptisé Ange, qui est le chaman pour les générations futures. Voilà ce premier voyage, qui est un voyage donc en Équateur, à la rencontre du chamanisme que je connais depuis 25 ans et que j'ai plaisir à accompagner. Et attendez-vous dans ce voyage à des transformations personnelles. Il s'agit de rentrer dans le voyage dans le monde invisible avec l'aide des chamans, sans l'ayahuasca, on le précise, mais il y a d'autres médecines, j'ai pas parlé du tabac, on a parlé des cascades, d'autres médecines, le tabac notamment sera préparé d'une manière particulière et lui aussi nous permet de voyager et de rentrer en transe. En haut, vous avez vu l'Équateur, et le deuxième voyage, c'est chez les Indiens Matsé, qui sont aux sources du Yavari, c'est la petite boule violette, donc côté Pérou, où là nous avons des Indiens qui sont très peu contactés, qui vivent le long donc de la frontière Brésil-Pérou, et pour y aller, il faut marcher. On voit un peu le parcours qu'on doit faire. Alors c'est le parcours bleu, c'est pas évident, mais bon, on part d'Iquitos, on descend plein sud sur l'Amazone, puis le Tapiche, puis le Rio Blanco. On a une traversée, bon ça c'est la traversée qu'on a fait en 2005, 2006 aussi, verte, qui permet de traverser le territoire Matsé, mais on a fait des variantes en descendant plus bas dans la partie verte, sans sentier, et en totale expédition, autonomie avec les Indiens, c'est quelque chose de très fort de vivre ça. Et puis on redescendra sur le fleuve Yavari pour rentrer par avion Cessna. Ça, c'était pour la carte. Qui sont les Matsé? Ce sont donc des Indiens de la famille Pano qui chassent encore à l'arc, qui vivent maintenant dans des communautés rassemblées autour d'une école, mais qui continuent à vivre de la chasse et qui sont relativement isolés par rapport au reste du pays. De belles photos pour montrer ces Indiens qui marchent dans la forêt. Vous savez, on est complètement couvert par la canopée, on est au milieu du végétal pendant une semaine entière, on vit avec eux à leur rythme, on va voir, voilà, on fait des camps près des rivières, on prend le bois là où il est, et on va faire la cuisine avec ce que l'on trouve. Au passage, on trouve aussi des paresseux, vous voyez qu'il y a un bébé paresseux qui est accroché à notre cuisinière Matsé, et donc on va vivre à l'indienne, c'est-à-dire marche le matin, après-midi, pêche, chasse, et puis on mange, bien sûr, on se repose. On peut voir les camps qui sont quand même très rustiques. Alors la question c'est hamac, pas hamac. Moi je préfère les tentes. C'est plus sûr au niveau des insectes, c'est plus confortable finalement. Et puis il suffit de se faire un bon toit de feuilles et on n'a pas besoin de plastique, etc. On vit vraiment comme les Indiens. Et petit à petit, les esprits de la forêt nous pénètrent. Alors c'est pas aussi radical que dans le voyage terre chamane, mais ça reste une sacrée expérience, je peux vous le dire. Alors, moi j'adore ces photos parce qu'elles montrent bien la luxuriance de la forêt et puis ce monde qui est très particulier, qui est d'ombre et lumière et qui est très humide. On est en permanence avec l'eau, alors faut aimer. C'est sûr que chaleur, humidité et pénombre,
font qu'on est dans une serre gigantesque en permanence, imaginez, pendant des jours et des jours. Quand on va rejoindre des villages, et vous voyez que, bon, bien sûr, les Indiens aujourd'hui sont en tenue traditionnelle que pour des fêtes, mais continuent de chasser à l'arc, comme le montre cette photo. Et on est sur le rio Yavari, vous voyez, derrière, là on est côté Pérou, mais de l'autre côté de l'Indien Matsés, on est au Brésil. Ambiance un peu particulière de Far West, où on a l'impression d'être vraiment au bout du monde, hein. Vraiment au bout du monde, ça je peux vous le dire. Et ben ça c'est un peu notre fierté, parce que grâce au voyage Tamera, on essaye de refaire des maisons traditionnelles, des malokas, on appelle ça des malokas, donc des lieux cérémoniels pour les chamans. Vous voyez qu'il y a un lien avec ces deux voyages, c'est que quelque part, la visite d'Occidentaux fait en sorte que les traditions se maintiennent et que l'intérêt pour le chamanisme va plutôt en grandissant plutôt qu'en disparaissant. Et ça, c'est la bonne chose et la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à tous ceux qui partent en voyage à la rencontre des chamans en ayant un peu peur de détruire cette chose précieuse. Très joli Maloka, et puis finalement on va partir au bord de l'eau. Là on est sur le fleuve Yavari avec des maisons qui sont à fleur de l'eau, hein, fleur des inondations. En général on y va en mars, c'est la période des inondations, c'est plus facile pour naviguer. Et la diapositive suivante va nous conclure sur ces belles brumes et ces belles pirogues. C'est ça, l'Amazonie, beaucoup d'eau, beaucoup de forêts, et la nature 100% sauvage. Physiquement, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, donc il n'y a pas besoin d'être très entraîné. Par contre, c'est vrai que il fait chaud, c'est humide et que c'est usant. Et c'est plutôt l'endurance qui est mise à rude épreuve. Voilà. Donc pour des gens qui ont l'habitude de trekker, ce sera fort, mais pas vraiment dur. Hein. Ce doit être un 2 planètes, donc modéré. Un 2 planètes, comme vous dites. C'est beau, comme c'est beau. Jean-Yves qui nous demande si durant les voyages, on prend des plantes justement pour rentrer en transe ou pas. Dans le voyage terre chamane, on peut, si l'on souhaite, prendre des plantes plutôt douces. On va faire, j'ai oublié de le dire, un témascal, donc une huile de sudation. On pourrait rencontrer certaines plantes comme le tabac. Et je peux vous dire que rien que le tabac, c'est déjà une porte d'entrée intéressante. Sur le premier voyage, moi j'étais un peu sceptique. Je disais bon, voilà, on va pas prendre l'ayahuasca parce que c'est pas de la responsabilité d'une agence de voyage comme Tamera. Mais en tout cas, on arrive à obtenir ce genre de travail. Il faut dire qu'on va faire une diète spécifique alimentaire, qu'on a un chaman qui chante et qui va nous soigner, qui va faire des extractions, et qu'on est préparé pendant une semaine avec cette huile de sudation. Donc c'est vraiment un parcours où on prend des plantes légères si on le souhaite, mais même si on n'en prend pas, on va vivre l'expérience de l'intérieur. Ça, je vous l'assure. J'ai 2 questions de Stéphanie. La première est de savoir s'il est vrai que les paresseux ont dans leurs griffes du poison. Et la seconde est de savoir si les Indiens chez qui on va nous acceptent, je dirais, sans difficulté, sans problème. Alors, les paresseux sont des ours, sont pas des singes, justement. Ils ont 2 ou 3 doigts. Ceux chez les Matsés, ils ont 2 doigts, ils sont plutôt rares. Que je sache, hein, ils n'ont pas de poison. Par contre, peut-être ils serrent fort quand même, ils peuvent serrer fort et qu'ils peuvent infecter s'ils blessent, hein, parce qu'ils peuvent couper et piquer avec leurs ongles très puissants, qu'ils arrivent à enlever les écorces d'un arbre, mais pas de poison que je sache. Hein. La deuxième question, c'est est-ce que les Indiens ont plaisir à nous accueillir? Eh ben oui, en général, ils sont très contents parce que justement, ça renforce la tradition, c'est pour eux un intérêt économique aussi, et c'est pour ça qu'ils nous reçoivent avec plaisir, en tout cas ceux qui sont engagés dans la tradition. En fait, c'est les traditionalistes qui nous reçoivent et qui, grâce à ça, continuent de maintenir la culture vivante. Et c'est très bien, hein, je l'ai dit, je me suis permis de bien insister là-dessus, que ces voyages ne sont pas destructeurs, mais permettent aussi de faire un cheminement dans le peuple indien pour aujourd'hui maintenir les traditions. J'en profite pour vous rappeler, donc déjà pour remercier Jean-Patrick d'avoir accepté notre invitation, et puis j'en profite pour vous rappeler, comme je vous disais, la prochaine webconférence qui aura lieu le mercredi 27 juin sur le thème du Népal.
donc avec David Ducoing, notre spécialiste. On va mettre un petit lien pour les personnes qui souhaitent poursuivre cette conférence. Je vous invite à lire le blog qu'on a édité il y a quelques semaines, avec justement une petite vidéo d'environ 6 minutes sur le déroulé du voyage, avec justement des impressions des participants. Donc très 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 sympa et très intéressant. Et puis voilà, Thibault l'a mis dans le chat, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Remercier Jean-Patrick. Il y a Stéphanie qui demande ce que pensent les Indiens de notre population et de nous les Blancs. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les Indiens sont toujours très surpris par le fait que nous sommes très chargés de souvenirs du passé et qu'on ne vive pas assez dans l'instant présent. Et souvent, les patients que j'ai eu l'occasion d'amener auprès des chamans, besoin de faire ce travail de se détacher de certains souvenirs, de certaines choses ressentiments, etc. Et franchement, ça a marqué les Indiens parce qu'ils disent les Blancs sont très attachés à leurs souvenirs et ça leur fait pas du bien. Et ça génère un certain nombre de maladies. Alors quand on s'intéresse aux maladies culturelles, on voit qu'il y a quand même des différences entre justement les Indiens, le type de maladies qu'ils peuvent avoir, et puis les maladies que nous construisons dans notre société, liées au stress, liées aux souvenirs justement dont on ne sait pas se débarrasser. Et en fait, la plus forte, pour essayer de conclure sur le chamanisme et vraiment donner cet avis très positif, le chamanisme en fait, c'est quelque chose qui nous permet de vivre pleinement, de vivre l'instant présent et finalement d'être mieux positionné, mieux placé dans les actions que l'on doit faire tous les jours en lien avec la société et la terre-mère surtout. Je terminerai juste avec donc la dernière question de Cédric, mais ça allait être ma conclusion, qui demandait s'il y avait quel était le prochain départ. Donc sachez que nous avons un départ confirmé donc le 3 novembre, c'est ça Jean-Patrick, pour l'Équateur. Voilà, pour l'Équateur. Terre chaman. Voilà, pour le Terre chaman en Amazonie équatoriale. Prochain départ le 3 novembre, il est déjà confirmé. Voilà. Une très belle période, c'est une période où il n'y a pas trop de pluie, une période justement qui permet un travail par rapport au calendrier dont je vous parlais, calendrier agricole, on a vu que ça marchait très bien, c'était pour ça. Je vous laisse poursuivre avec le lien qu'il y a dans la partie chat. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Patrick, merci à vous tous de nous avoir suivis et donc rendez-vous le 27 juin. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.